Nous voici maintenant à la capsule mobilisation. Maintenant qu'on vient de se poser la question des obstacles auxquels faisaient face les jeunes en entrepreneuriat collectif, l'intention, en fait, c'est de vous présenter un peu les concepts qui tournent autour de la mobilisation ou un peu déconstruire le concept de mobilisation en soi pour voir s'il n'y a pas des leviers qu'on peut activer à travers ce grand concept-là qui puissent nous aider à mieux les accompagner ou à solliciter davantage leur engagement autour des projets. Alors, je vais vous présenter 4 diapositives, essentiellement inspirées des travaux de Communagir, notamment en la personne de Sonia Racine, qui a travaillé beaucoup la question de la mobilisation à travers son doctorat. Donc, le premier schéma nous démontre l'équation de la mobilisation. En fait, Communagir nous dit que la mobilisation est ni plus ni moins une équation, tout simplement parce qu'il s'agit de 2 processus qui vont se mettre en œuvre de manière un peu simultanée, à la fois en parallèle, mais qui vont interagir beaucoup les deux, un avec l'autre. D'abord, le premier, on va parler de l'acteur collectif. On nomme souvent la question de passer d'un collectif d'acteurs à un acteur collectif. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement quand on le voit ici? C'est ni plus ni moins le passage du « je » comme individu au « nous » comme un groupe. C'est-à-dire qu'on va se bâtir une identité commune, on va se reconnaître une identité commune, notamment à travers des valeurs, des principes, des convictions, des besoins communs. Donc évidemment, il y a toute la question de la vision commune qui se met en place tranquillement et une compréhension d'une situation qui est de plus en plus partagée par les membres de ce groupe-là. Mais au-delà de la vision puis de la compréhension, on est beaucoup dans l'envie d'être les uns avec les autres. Quand on parle d'identité, c'est qu'on se reconnaît dans ces gens-là. Puis il y a évidemment le développement d'un sentiment d'appartenance qui se développe aussi. Donc, d'une part, il y a ce premier processus-là. D'autre part, il y aura toujours la question du projet commun qui prend forme tranquillement. Où donc, oui, on part d'une vision, d'une compréhension partagée autour d'une situation, mais de plus en plus, on définit des stratégies, on s'entend sur des objectifs à atteindre ou des résultats qu'on souhaite atteindre. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que quand ces 2 processus-là se mettent en action de manière dynamique, là, il y aura un potentiel changement. Donc, 2 processus qui évoluent, pas nécessairement au même rythme. Et je pense que par expérience, on peut dire que dans bien des cas, quand on dit que la mobilisation des acteurs est difficile, que l'engagement des partenaires est difficile, je pense que dans bien des cas, on assoit des gens autour d'une table rapidement pour penser à un projet, des solutions, des actions à mettre en place. Et malheureusement, on ne prend pas toujours le temps nécessaire de créer cette identité-là et de la nourrir. Parce qu'étant donné qu'un groupe se définit en fonction des individus qui y sont, comme dans nos contextes organisationnels ou dans la plupart des contextes aujourd'hui, la vitesse des changements vont rapidement et donc les gens changent souvent. Et dans un groupe, à partir du moment où un individu change, la dynamique change. Et donc cette identité, elle est continuellement à reconstruire et à réactualiser pour s'assurer que les gens sentent toujours qu'ils font partie et qu'ils ont envie d'être avec ce groupe-là pour toujours maintenir cette force motrice de l'action collective qui est en amont. Petite capsule lexicale, la mobilisation provient du terme « mobile ». Donc forcément, quand il y a ces 2 processus-là qui se mettent en marche, c'est qu'il y a un mobile, il y a quelque chose qui force à passer à l'action, il y a une motivation, il y a donc un déclencheur aussi qui va faire en sorte que l'acteur collectif va se mettre en action dans un projet commun pour aller vers ce changement-là. La distinction avec l'engagement, peut-être, parce que souvent, c'est des concepts qu'on a tendance à mélanger. L'engagement adresse plus spécifiquement l'individu qui, lui, parce que l'engagement va se définir sur la base d'une personne et pas nécessairement d'un groupe. Donc, l'engagement va définir l'individu qui a développé l'appartenance vis-à-vis l'acteur collectif, justement. Donc, quand on parle du « nous », il va se mettre en action avec l'intention fondamentale d'être au service du projet commun et il va partager l'intérêt et la responsabilité face à l'atteinte des résultats souhaités par ce projet-là, par l'action qui va être portée dans la mobilisation. Donc, c'est la nuance, en tout cas, que nous propose Communagir, justement, entre quand on parle de la mobilisation et quand on parle de l'engagement. Donc, on voit l'engagement plus comme une caractéristique chez l'individu qui est engagé dans le processus, tandis que la mobilisation est à beaucoup plus gros niveau, beaucoup plus haut niveau, c'est-à-dire où on parle d'une démarche qui, elle, implique différents processus qui se mettent en opération pour y arriver.
Le schéma suivant, on parle donc des facteurs d'influence, beaucoup de choses qui peuvent influencer la mobilisation. Je pense qu'en général, on a plus de facilité à dire que les gens sont peu mobilisés plutôt que d'avoir un regard à différents niveaux pour se dire qu'est-ce qui peut influencer cette dite mobilisation. Donc, le deuxième graphique nous présente les niveaux micro, méso et macro. Le micro, on adresse justement à l'individu dans son vécu, dans sa situation spécifique. C'est donc dire de ses motivations, son sentiment de pouvoir d'agir, comment il se sent, c'est quoi ses valeurs, qu'est-ce qui le porte dans la vie. Le niveau méso, lui, fait davantage référence à l'espace de mobilisation en tant que tel. Donc, on parle de l'animation des rencontres, on parle du partage du pouvoir, on parle de la mise à contribution des potentiels de chacun. C'est donc le niveau où on va manifester ni plus ni moins la posture, puis où on va voir se manifester aussi les effets du leadership qui est exercé par les personnes qui pilotent la mobilisation en tant que telle. Et le niveau macro, ben là, on parle beaucoup plus du contexte socio-politique, économique, etc. On peut voir un paquet de concertations, par exemple, où la mobilisation va très bien. Ben, quand il y a des politiques, des programmes qui prennent fin, des coupures de financement ou bien des coupures de ressources humaines, ben, ça peut être ni plus ni moins une jambette à la mobilisation aussi qui fait que même si les gens étaient bien mobilisés, ben là, il y a un essoufflement où il va y avoir un creux, puis donc les gens vont peut-être se remettre en question aussi à savoir s'ils ont toujours envie de rester là ou non. Donc, 3 niveaux d'analyse ou de regard sur la mobilisation pour se dire qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être plus ou moins mobilisée dans son processus. Donc déjà, à la lumière de ces 3 niveaux-là, on peut avoir plusieurs hypothèses parce que l'individu peut vivre un paquet de choses. Ça peut aller très bien, très engagé, tout d'un coup tombe malade ou peu importe, son parent tombe malade. Ou peut avoir un paquet de situations dans sa vie qui vont expliquer pourquoi que du jour au lendemain, il va devenir moins mobilisé parce qu'il y a autre chose qui le préoccupe. Donc ça, on est au niveau justement très micro de l'individu. Après ça, au niveau méso, qu'est-ce que l'espace de mobilisation en tant que tel offre aux personnes qui sont assises autour de la table pour stimuler leur rapport, stimuler leur intérêt, stimuler donc leur mobilisation? Alors, l'animation des rencontres, que ce soit les techniques, que ce soit la façon justement de tenir compte de la vie de l'un, de l'autre, est-ce que les débats sont riches, est-ce que les idées sont franches, il peut y avoir un paquet d'éléments qu'on va nommer ici qui vont vraiment plus dépendre de comment s'opère le processus de mobilisation en tant que tel quand les gens sont en moment de rencontre. Et le niveau macro, comme je viens de le nommer, j'y reviendrai pas. Donc, les 2 diapos suivantes sont ni plus ni moins pour exposer différents éléments qui peuvent justement être des facteurs d'influence. D'abord, pour le niveau méso, ce qu'on nomme souvent comme conditions favorables quand on est en posture d'animation de la mobilisation ou d'accompagnement de la mobilisation en tant que telle, susciter l'espoir d'un changement. Si déjà on porte la conviction qu'un changement est possible et que c'est pertinent de faire ce qu'on fait, il y a déjà beaucoup plus de chances qu'on l'insuffle aussi aux gens qui sont autour de la table. Créer et offrir des occasions de dire, de partager, de réfléchir et d'agir, j'ajouterais même ensemble. C'est comment on favorise ces espaces-là, comment on favorise l'échange, le fait de développer sa capacité d'agir aussi, de s'approprier l'information pour se sentir en capacité de le faire aussi. Donc, il y a tout cet échange-là là, dans le rôle qu'on peut jouer comme accompagnateur d'une mobilisation. Mettre à contribution le potentiel et le vécu des individus. Donc, comment est-ce qu'on considère tout un chacun, peu importe d'où il provient, peu importe les savoirs aussi qu'il a à mettre à contribution. Donc, c'est encore d'avoir la vigilance de prendre chaque individu là où il est et de l'amener là où il peut aller dans un laps de temps précis. C'est donc d'être au respect, puis d'être à l'écoute des gens, puis de les accueillir aussi dans ce qu'ils sont. Et faciliter le partage du pouvoir, évidemment. Si on arrive dans une mobilisation où l'animation est toujours aux mains d'une personne, puis on a l'impression d'aller s'asseoir à la table pour se faire dire ce qui va se passer, puis ce qu'on va faire, puis qu'on n'a pas nécessairement la chance de partager, fort à parier que ce soit pas si mobilisant pour les gens. Donc, comment on facilite le partage du pouvoir, reconnaître justement les différentes expertises et les différents savoirs de chacun.
chacun, à la lumière, très, très spécifique à chacun aussi. Favoriser l'appropriation de l'information. Il y a des fois où l'information est très précise, très théorique ou conceptuelle. Ou, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde de comprendre les mêmes informations. Donc, d'avoir des moyens pour faciliter la compréhension que les gens ont de l'information qu'on leur présente et de soutenir l'établissement de relations de respect et de confiance mutuelle. Donc, d'avoir ce souci de comment les relations se bâtissent entre les gens qui sont autour de la table. On revient tout à l'heure à l'identité collective et au « nous » qui nous unit. Donc, d'avoir aussi ce souci-là, à la fois sur le contenu, mais sur le climat, puis sur comment les gens bâtissent des relations et est-ce qu'ils ont du plaisir ensemble. Le plaisir devient souvent un ingrédient de succès. C'est pas une nouveauté. On se le dit souvent, mais je pense qu'on a quand même tendance des fois à oublier ou à pas laisser assez de temps pour le faire. Et donc, laisser le temps au groupe d'être groupe pour y arriver. Et enfin, du côté de l'individu, dans un aspect un peu plus macro, c'est sûr qu'il faut avoir en tête que se joindre à un mouvement, c'est ni plus ni moins un choix individuel. Donc, qu'est-ce qui motive ce choix individuel-là ou qu'est-ce qui le déclenche? D'abord et avant tout, le fait d'être touché dans ses valeurs. C'est généralement ça qui va être le moteur de notre action. Il y a quelque chose qui nous interpelle, qui nous préoccupe, puis c'est dans ce temps-là qu'on va avoir envie d'agir. Et suite à cette envie d'agir-là, qu'est-ce qui va être probablement nécessaire? Puis je le dis probablement parce que, dépendamment des individus, on n'est pas tous au même endroit, mais comprendre ce qui est en jeu. Donc, pourquoi on fait ça? Quelle est l'importance de ce qu'on fait? Puis, est-ce que je sens aussi que c'est pertinent et nécessaire qu'on agisse pour le faire? Donc, toute la question de la compréhension puis de croire en la pertinence de la mobilisation puis de l'action qui est en train de se mettre en place aussi. Toujours l'idée de se sentir concerné. Est-ce que moi, personnellement, ça me touche, puis est-ce que j'ai rapport, entre guillemets, avec ça? Croire en sa capacité d'agir et d'influencer la situation. Force est d'admettre que, en tout cas, on parle souvent de mobilisation en faisant des liens avec la participation citoyenne. Et souvent, quand on parle de participation citoyenne, on adresse des gens qui ne sont pas nécessairement en situation très favorable. Puis, on a tendance à oublier que des fois, les gens qui sont en situation de vulnérabilité, peu importe à quel niveau, leur sentiment de capacité d'agir et d'influencer la situation n'est pas si élevé. Donc, si on ne croit pas qu'on a une réelle possibilité d'agir, une réelle contribution possible, il y a fort à parier que ça va être une limite dans l'implication puis dans l'engagement. Donc, il y a ça aussi à ce niveau-là. Puis enfin, on revient encore, être solidaire et sentir qu'on fait partie du collectif. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un individu va se sentir partie prenante d'un groupe? On est encore dans la dynamique de groupe, puis dans justement cette dualité entre l'individu et le collectif. Mais donc, de mettre le plus possible des choses en place qui vont favoriser cette solidarisation des individus-là au sein d'un groupe va vraiment aider à donner de l'énergie à l'action. Donc, le projet peut être bien beau, bien le fun, mais si les gens n'ont pas la conviction ensemble de pouvoir le porter puis de mettre l'énergie, ça n'aura pas le même effet de changement. Alors, voilà pour la petite capsule mobilisation, en espérant que ça va vous aider pour la suite. Merci!